Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans un 100% hors du commun. Oui, voilà, c'est ça. En effet, à la demande générale, je vais vous apprendre à réussir de délicieuses confitures, mais avec votre machine à pain. Tout d'abord, le sommaire avec aujourd'hui le reportage sur Naruto, Broken Bond, c'est ça, le temps perdu de Nico Robin, Rétro et Magique, ça s'est consacré aujourd'hui à Chuck Rock, et on reparle de confiture tout de suite après les news. Plus d'une semaine après la sortie de World of Warcraft Wrath of the Lich King, Blizzard dévoile enfin les premiers chiffres de vente du jeu. Lors des premières 24 heures de commercialisation, la deuxième extension du MMORPG phare du moment s'est écoulée à 2,8 millions d'exemplaires. Elle explose ainsi le précédent record de vente sur PC qui appartenait à Burning Crusade, la première extension de WoW. Tous les MMO ne suivent pas le même chemin que World of Warcraft et ne connaissent ainsi pas tous le succès, loin de là. Un an après sa sortie, Tabula Rasa, le MMORPG de NCSoft est très mal en point. N'ayant pas réussi à réunir assez de joueurs pour poursuivre sa route, les serveurs du jeu fermeront définitivement leurs portes le 28 février prochain. On pourra d'ailleurs jouer gratuitement au jeu à partir du 10 janvier, histoire de tuer quelques monstres avant de passer à un autre MMO. They couldn't save all of us. So they handpicked the ones who could fight. Créée en 2003 par les développeurs français de Nadeo, la série Trackmania a d'ores et déjà séduit plusieurs millions de joueurs à travers ses nombreux épisodes sur PC. Ce n'est donc pas vraiment une surprise que de voir débarquer la série pour la première fois sur portable. La DS accueille donc un volet dont le développement a cette fois-ci été pris en charge en grande partie par les Britanniques de Firebrand. Ces derniers travaillent d'ailleurs essentiellement sur des jeux de course automobile. D'emblée, on se rend compte que Trackmania DS se veut très proche de ses homologues sur PC. On retrouve par exemple 3 environnements emblématiques de la série. Le stadium avec ses circuits alambiqués et spectaculaires, le désert et ses vastes étendues de sable, ou encore le rallye qui alterne routes goudronnées et terrains boueux. Chaque environnement propose aux joueurs des voitures différentes. Dans le stadium, on aura le droit à un bolide extrêmement rapide, mais lourd et difficile à diriger. Dans les deux autres, les véhicules seront nettement plus nerveux dans les virages et il faudra adopter une conduite complètement différente. Tout comme les décors et les véhicules, le contenu est lui aussi connu des amateurs de la série. On retrouve ainsi les fameuses courses contre la montre, toujours efficaces mais très classiques. On devra, comme d'habitude, battre les temps références pour débloquer des circuits toujours plus complexes. Le mode plateforme propose lui aussi des circuits très spectaculaires, dans lesquels se comptent par dizaines les trous, boss et autres loopings. Ici, il s'agit aussi de finir le plus vite possible le parcours, mais surtout en un minimum de tentatives. Enfin, le mode puzzle est le plus original. Il faudra cette fois-ci trouver les pièces adéquates pour construire un circuit avant de prendre part à la course. Ce mode utilise bien évidemment l'éditeur de niveau, qui est donc présent dans le jeu. On peut facilement créer ces circuits personnalisés grâce notamment au stylet, qui est l'outil idéal pour cela. Le stylet ne servira d'ailleurs qu'à la création de cartes, car le pilotage des différents véhicules se fait exclusivement au pad, le but étant toujours de coller à l'expérience PC. Si le gameplay n'est donc pas très original, il fonctionne toujours aussi bien. On a d'ailleurs les mêmes options que sur PC, avec la possibilité de recommencer très vite les courses en ne pressant qu'un seul bouton. Les sensations de pilotage sont, elles, bien présentes et sont d'autant plus agréables que le jeu est parfaitement fluide. D'un point de vue graphique, Trackmania DS n'est pas transcendant. Si les sensations de vitesse sont bien là, on constate tout de même quelques bugs de collision agaçants, ou encore l'apparition régulière des lignes délimitant les différents blocs des circuits. Au final, Firebrand est arrivé à retranscrire sur DS ce qui faisait la force du jeu PC. Trackmania est accessible, fun, mais surtout, il mise sur son aspect communautaire. On peut jouer à 4 avec une ou plusieurs cartouches. Mais ce qui est réellement grisant, c'est surtout la possibilité d'échanger ses circuits personnalisés et de jouer sur ceux des autres joueurs. C'est ce qui rend Trackmania DS définitivement indispensable pour les fans de la série. De bien belles news qui, hélas, ne serviront pas à compenser la perte d'audience de mes 101%. Vraisemblablement, c'est lié à la crise économique mondiale, alors bon, je m'inquiète pas trop, mais quand même, j'ai décidé, pour regagner des points aujourd'hui, devant toi, ami geek ou geekette, décider de pomper Monsieur Poulpe. Je veux dire son émission, Mange mon geek, qui, selon nos chiffres, quand même, remporte un succès croissant.
croissant, émission de cuisine, c'est rigolo. Alors c'est parti pour la confiture. Très important, avant de commencer, il faut vérifier ton matériel, ami geek ou geekette. Ta machine à pain a-t-elle bien un programme confiture? As-tu quelques bocaux en verre avec leur couvercle en métal? De taille moyenne, hein, pas de grands bocaux non plus, mais pourquoi pas un ou deux petits? Il te faut 1 ou 2 kilos de fruits bien mûrs et bien sûr du sucre à confiture. Et pendant que tu as fureté la cuisine, moi je regarde le reportage sur Noruta, Naturo, un truc comme ça, je connais pas, je suis désolé, ça doit être une série qu'on connaît qu'au Japon. Hein. Hasard du calendrier ou non, en l'espace de 2 petites semaines, 2 jeux adaptant les désormais célèbres aventures de Naruto ont vu le jour. Mais si les 2 titres se concurrencent naturellement du fait de leur thème commun, ils possèdent tout de même de nombreuses différences. Tout d'abord, ils n'ont bien évidemment pas été développés par les mêmes équipes, mais surtout pas dans le même pays. Naruto The Broken Bond a été ainsi conçu par les équipes d'Ubisoft Montréal, et est la suite de Rise of a Ninja, sorti il y a à peu près 1 an. De son côté, Naruto Ninja Storm a été développé au Japon par CyberConnect 2, qui n'en est pas à son premier jeu issu de la licence Naruto. Mais les différences ne s'arrêtent pas là, car chacun des 2 jeux est exclusif à l'une des 2 consoles HD du marché. Naruto The Broken Bond pour la Xbox 360 et Ninja Storm pour la PS3. Il était donc indispensable que l'on revienne sur chacun des jeux avec 2 membres des équipes ayant travaillé sur les 2 projets. On débute donc avec Broken Bond et Ubisoft. The sequel picks up right where the last game left off. So at the end of the last game, you had Naruto's huge fight against Gaara and the attack on the Leaf Village. We are picking up at episode 80 with the Leaf Village has just been attacked and everyone is trying to recover from that. We wanted to make this game have a darker feel because it is a darker part of the anime series. So you are starting off with the Leaf Village that has been really destroyed by Orochimaru. People are kind of down about it. You've lost your leader, and you know, Naruto has been very badly injured at the end of the last fight and had to heal himself. And so we really wanted to kind of convey that to the player and that have the player work toward bringing glory back to the Leaf. Writing for a property that's already written is a little bit different than writing for, I guess, an original title. So what I start off doing is watching the anime a lot and really getting the story in my head. And then I write a breakdown of that for the team that's just a very simplified version. We're trying to put 55 episodes, I think, is the total amount of episodes into, you know, a 10-hour game. So things really have to be simplified and broken down. I don't want to change the story because fans are there to see the characters that they love kind of doing the great things that they do in the anime. So what I want to do is still be true to that while telling the story a little bit simpler so that people who have never seen the anime can come in and understand what's going on. I think the main feature of the sequel is the cooperative mode. We really wanted to better tell the story, so we've added Naruto and his friends, because this part of the story is all about Naruto, his team, the friends he makes in his journey. So we've added the ability to have your friends with you, to have them helping you, to work cooperatively as a ninja team, which is what the show is really about. Naruto will, of course, have his signature move, the Rasengan. Naruto's Shadow Clone Jutsu is now more powerful. He has different things that he can do with it. In the demo, you see him building a bridge to get across an area, which is really a lot of fun. In the demo, we have Shikamaru and Neji. Neji can, of course, use his signature Byakugan to see things that other people can't. Shikamaru has the ability to manipulate his shadow. He can stretch out, he can touch things. And they'll have other abilities as well that we're going to reveal a little later. On live, you're going to be able to use cooperative moves. You're going to be able to push a button and have your friend push a button, and your friend can then switch in and help you out. So not only does Naruto have his ninja team with him as he's moving through the story, but you online have your friend
and your ninja team with you who can then push a button and help you out. One of the things that the fans told us about the last game was that the boss battles were just like a regular fight, but they were a bit harder, so you didn't really get a sense of the scale of the Naruto world. So what we tried to do in this game is make battles where you're going to have to figure out what ninja move to use, and battles that are going to scale and just get bigger and bigger and bigger as they go on, so that you really get a sense of the big story moments of how cool and strange this ninja world is as you go through. Si Broken Bond est le deuxième épisode de la série sur Xbox 360, Ninja Storm inaugure, lui, une toute nouvelle licence sur PS3. Toutefois, CyberConnect 2 possède déjà une grande expérience en matière d'adaptation, ces derniers étant déjà responsables des Naruto Ultimate Ninja sur PS2. 今回の元々のコンセプトっていうのが制作を始める時に制作チーム集めて話したんですけども、その時に言ったのが、このプロジェクトでアニメとゲームの境界をなくすっていう、それがこの制作のコンセプトだっていう話をしたんですよ。でうちのスタッフっていうのはもともとアニメや漫画が私同じようにやっぱ大好きなメンバーがすごく多いんで、CGやっぱ PS3 だとどうしてもハイエンドな CG っていうものを皆さんやっぱイメージしがちだと思うんですけども、それを使ってまるで二次元の触れるアニメーションっていうものを今回は作ろうっていう。だからすっごく世の中に出ているたくさんのアニメっていうものを研究して、その結果生まれたのが今作です。ステージによってまちまちいろいろバリエーションはあるんですけども、壁があるステージであればその壁を利用して、実際に壁バトルっていうものを体験することが可能です。今回新たに導入したのが覚醒システムっていうのを入れてます。でこれは各キャラクターによって個別に設定されてるんですけども、大体みんなライフが少なくなってきてピンチになると突如ライフゲージの横に覚醒ゲージっていうのが出現するようになってるんですよ。で、条件満たすと覚醒ゲージが出現しますんで、そこから先はチャクラボタンを押しっぱなしにしてチャクラを貯めると全キャラクターが覚醒状態になります。でナルトの場合は当然9尾になりますし、サスケの場合には状態2になりますし、カカシ先生だったらシャリンガンモードが発動します。今回は25キャラが、プレイアブルキャラクターとして登場しますが、さっき出た仲間が今回サポートキャラクターとして登録できますんで、プレイアブルキャラクターだけじゃなくてサポート専用のキャラクターもいるんですよ。ですから結構な数のキャラクターが実際にゲーム中に登場します。苦労してるのはやっぱし扱うポリゴン数っていうものがすごく増えたんで、うちモーションキャプチャーを使わなければオートメーション化もしてないんですよ、開発そのものを。ですから一つ一つをモーションの一個一個を全て手作業でやってますんで、そこのやっぱ頂点数が多いので、その頂点を一個一個つまんで実際にモーション作ってますんで、そこがすごくやっぱ手強い感じはありますね。D'accord, Naruto. Moi, je vous dis, ce truc-là, ça marchera jamais en France. Hein. Mais on va passer à des choses beaucoup plus intéressantes, puisque, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre nos fruits, on va les laver, les éplucher, on va enlever les parties abîmées s'il y en a, hein, et on va les couper en petits morceaux bien réguliers. Alors après, on pèse pour savoir combien il y a de poids, hein, forcément. On met les fruits au fond de la cuve, et par-dessus, on rajoute le sucre. Alors, il doit y avoir, attention, le même poids de fruits et de sucre. Et ne jamais, surtout, au grand jamais, mon petit Rémi, n'utilise jamais de sucre roux car ça cristallise. À moins évidemment d'être un fan jusqu'au boutiste de Stendhal. Tu peux aromatiser après selon tes goûts, hein, ça dépend ce qu'il y a dans le placard, vanille, cannelle, menthe. Attention à certains mélanges quand même qui ne sont pas toujours très, très évidents. Hein.
Bon, après le programme, ça dure à peu près 1 heure, donc on peut en profiter pour perdre son temps sur le net grâce au conseil de tonton Nico. Temps perdu, machin. Bonjour, ces petites taches jaunes, c'est disgracieux, mais surtout ça vous fait peur. Mais voilà, voir le docteur, ça coûte de l'argent, alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Le monde du jeu sur le net a ses défauts. Entre pompes sans vergogne et production sans saveur, il est parfois dur de trouver des choses neuves qui changent. Mais on y trouve aussi de petits développeurs qui ont découvert leur truc à eux et qui vont l'exploiter tranquillement dans leur coin en l'affinant avec le temps à chaque nouvelle création. C'est le cas de Ice Maze. En effet, la plupart de ces jeux suivent le même cheminement simple. Nous avons une base de départ à laquelle il faut ajouter des éléments et chaque ajout entraînera une transformation de l'univers. Une fois ce principe assimilé, l'objectif sera, pour réussir à achever l'énigme, de découvrir dans quel ordre précisément les objets doivent être intégrés. Ainsi, dans le premier épisode de la série des gros, suivant vos choix, cette petite boule pourra devenir un dragon asiatique, un démon aérotracté, une espèce d'escargot à pattes super moche, ou une planète verdoyante, avouons-le, super moche elle aussi. Toujours suivant le même principe, Gros RPG ajoutera quant à lui une petite dose scénaristique. Aussi minime soit-elle, cet apport implique davantage de joueurs qui, s'il veut réellement accomplir sa quête, doit trouver le bon ordre. Mais avec un brin de logique et surtout beaucoup de temps à perdre, il est possible de parvenir à terminer l'aventure. Ice Maze propose aussi de petits jeux simples comme ce puzzle vidéo pas piqué des hannetons. Il faut en effet bien suivre le mouvement de la bouboule et faire un peu bouger ses méninges. Toujours dans l'idée de nous casser sauvagement la tête, il faut, dans Tontoko Family, prendre le contrôle simultané de 4 personnages différents, confrontés bien sûr à 4 épreuves différentes. Si le gameplay est super simple, il faudra en revanche s'accrocher si l'on veut exploser les scores, comme l'on dit dans notre beau jargon. On trouvera ensuite au hasard de ces productions des tap-top améliorés, des jeux de logique, pas toujours super logiques, des jeux de plateforme où il faut faire bouger les plateformes, et surtout tout plein d'évolutions de son jeu star, Gros. Bref, de quoi tranquillement s'occuper durant vos heures supplémentaires, ce qui tombe plutôt bien vu que, pour gagner plus, jouer plus. Mais qu'entends-je? Ting! Ça y est, le programme est fini. Alors maintenant, on va vérifier que la confiture a bien pris. Et pour ça, voyons voir, on va verser avec une petite cuillère un peu de confiture sur une assiette froide et on va laisser refroidir un petit peu. La cuisson est terminée si la confiture se fige rapidement et se couvre d'une légère pellicule que l'on peut froisser du bout du doigt. Bon, si c'est pas le cas, hop, on remet un cycle et si ça va bien, par contre, on fait bien attention à ne pas se brûler et on peut mettre la confiture en pot. On regarde Retro Magic et je t'explique. La plateforme préhistorique est un genre qui a connu son heure de gloire entre la fin des années 80 et le milieu des années 90. Entre Bonk, Joe et Mac et autres préhistoriques, un néandertalien a su se tailler la part du smilodon et sortir sur la plupart des ordinateurs et consoles du marché. Chuck Rock. Bunga bunga! L'univers de Chuck Rock est une version irrévérencieuse de celui des Flintstones, un âge préhistorique délirant où des hommes des cavernes au style de vie très contemporain cohabitent avec des dinosaures colorés. Autrefois, Chuck Rock était une star du rock'n'roll et toutes les femmes lui tombaient dans les bras. Puis un jour, il rencontra la belle Ophélia et se rangea des guitares. Désormais, Chuck passe son temps à regarder la télé et boire de la bière et est devenu, n'ayons pas peur des mots, un gros beauf. Mais un jour, Gary Gritter, un ancien prétendant jaloux, enlève Ophélia. Chuck n'a plus qu'à enfiler un pagne de fortune et partir à la recherche de sa femme des cavernes. Chuck est gras du bide, lent et pas très agile, mais ça ne l'empêche pas d'être un vrai héros de jeu de plateforme. La clé de son succès, les proverbiaux rock qui donnent leur titre au jeu. En les ramassant, Chuck peut s'en faire des plateformes, se protéger des pluies de lave volcanique, ou simplement les balancer sur des ennemis trop entreprenants. Une idée simple mais redoutable en termes de variété du gameplay.
Évidemment, Chuck peut aussi éliminer les ennemis grâce à un bon coup de ventre ou son fameux coup de pied sauté. Ce ne sera d'ailleurs pas trop pour finir les 5 niveaux du jeu, toujours plus ardus, qui mèneront Chuck des plaines verdoyantes au cimetière des dinosaures en passant par les pics enneigés. Fidèle à son titre, Chuck Rock possédait également une bande-son du tonnerre, avec un thème principal inoubliable, composé par un habitué des productions Core Design, Matthew Simmons, même si, soit dit en passant, l'air rappelle étrangement la chanson Phoenix du groupe des 70s Wishbone Ash. Quelque temps après les événements du premier jeu, Chuck s'est repris en main et rencontre désormais un grand succès en fabriquant des voitures préhistoriques pour ses contemporains. Notre héros et Ophelia ont également eu un rejeton, un petit monstre nommé Chuck Jr., au crâne aussi solide que son papa. Bref, tout va pour le mieux, mais évidemment, puisqu'il y a une suite, on se doute que ça ne va pas durer. Brick Jagger, un entrepreneur rival jaloux du succès de Chuck, le fait en effet kidnapper. Qui pourra sauver le bedonnant Chuck? Gagner, c'est bébé. Dans Chuck Rock 2, on joue donc Junior, un bambin cro-mignon, armé d'un gourdin plus gros que lui. Junior va à son tour devoir traverser moultes environnements et taper plein de dinosaures acidulés et autres créatures étranges pour sauver son papa et administrer à l'industriel peu scrupuleux la correction qu'il mérite. Évidemment, Junior ne peut pas soulever les rochers comme faisait son paternel, mais il peut les pousser à coups de massue pour s'en faire des plateformes. Il peut également se hisser sur son gourdin pour éviter des créatures rampantes. Et les niveaux sont classiques pour un jeu préhistorique, mais bien pensé et bourré d'idées rigolotes. Bref, bien que fort logiquement plus enfantin, au risque de déplaire à certains joueurs, Son of Chuck n'en reste pas moins un excellent jeu de plateforme et un digne héritier de Chuck Rock, premier du nom. Le dernier jeu en date se déroulant dans l'univers de Chuck Rock est BC Racers, un jeu de course qui, cette fois-ci, s'inspire autant des pierres à feu que des fous du volant. Un grand prix de sidecar est organisé avec à la clé une superbe Néandertalais Davidson. Parmi les divers concurrents, on retrouve bien sûr Chuck et Junior, mais aussi Gary Ritter, le méchant du premier jeu. Le jeu en lui-même est quelque part entre Mario Kart et Road Rash. Outre la course en elle-même, il est en effet possible de donner de vigoureux coups de part et d'autre du sidecar pour faire valser les adversaires et gagner des points. Évidemment, l'engin du joueur est également destructible. Il faudra également nourrir le dino-moteur pendant la course pour ne pas perdre trop de vitesse. Bref, la course est préhistorique mais pas dénuée de tactique. On regrettera juste que le jeu, au demeurant rigolo, soit assez vite bouclé. Il n'y eut pas d'autre suite à Chuck Rock, le jeu préhistorique s'étant éteint après 1995. Délaissant les poignées d'amour de Chuck, Core Design se concentra sur un autre personnage bien en chair, la pulmoneuse Lara Croft. Mais cela n'enlève pas à Chuck son statut de légende du jeu vidéo. Et maintenant, place au Chuck Rock'n'Roll. Bon, attention, maintenant il faut être très attentif. Il est très important de bien stériliser les pots si on veut conserver la confiture dans de bonnes conditions. On lave soigneusement les pots, on les passe à l'eau bouillante et après, hop, on les pose à l'envers sur un chiffon bien propre. Après, bon, forcément, on verse la confiture dans les pots tant qu'elle est brûlante. Il ne faut pas hésiter à bien remplir le pot à bord parce que la confiture a tendance à se tasser en refroidissant. Après, bon, on ferme les pots et on les met à l'envers le temps que ça refroidisse. Cela permet la stérilisation et le fameux plop à la première ouverture. Donc, je pense que je vous ai bien appris la confiture. Pour ceux qui n'ont pas de machine à pain, peut-être que la prochaine fois, je ferai de la confiture de lait. Ça, c'est une très bonne recette, très simple. J'espère que vous allez vous régaler, que vous ferez très attention à ne pas vous brûler, surtout. C'est très important, parce que sinon, après, j'aurai des problèmes. Et surtout, un grave cas de conscience. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis, il n'y a pas demain. Demain, c'est des vies, et donc moi, après-demain. Plein de bisous, bonne confiture!